L'intelligence artificielle au service de la protection de l'environnement. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente tout de suite mes invités. Jean-Daniel Cante, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du projet Terraneon. Jacques Sainte-Marie, bonjour. Et bienvenue à vous aussi, directeur du programme Environnement et Numérique à l'INRIA, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Jean-Daniel Cante, je commence avec vous. Vous êtes enseignant-chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives à Sorbonne Université et responsable de ce projet Terraneon. De quoi s'agit-il ? Écoutez, c'est un projet qui vise à essayer d'évaluer l'impact des activités humaines sur le climat et la biodiversité, bien sûr, pour essayer de les réduire. Donc ça va être c'est un outil d'aide à la décision qui est fondé sur une nouvelle forme d'intelligence artificielle assez récente qui s'appelle la simulation multi-agent. Alors en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est des agents logiciels qui peuvent représenter des individus, des entreprises, des institutions, et qu'on va mettre en interaction pour essayer de créer un monde virtuel, une économie ou une société virtuelle qui va être à l'échelle de la société réelle. Donc actuellement, on a des modèles à l'échelle de la France. Et ensuite, dans ce monde virtuel, vous allez pouvoir tester des politiques, des stratégies, des décisions et regarder l'impact, un impact que je dirais systémique. Alors ça, justement, mesurer l'impact systémique d'une décision, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que notre idée, c'est qu'on ne va pas se contenter uniquement de regarder l'aspect uniquement écologique ou économique. Il faut regarder toutes les dimensions. Donc on va essayer d'identifier des solutions qui sont bien sûr viables pour l'environnement, pour le climat et, il ne faut pas l'oublier, la biodiversité, bien sûr. Mais aussi pour l'économique, parce qu'il faut pouvoir les financer, ces mesures, et aussi pour la société, parce que dans une démocratie, elles doivent être acceptées. Et donc c'est pour ça qu'on va regarder toutes ces dimensions en même temps, et on a développé dans mon équipe de recherche un certain nombre de modèles qu'on utilise pour essayer d'apparvenir à ce genre de simulateur. Oui, on va donner des exemples évidemment pendant ce débat. Jacques Sainte-Marie, question très générale pour commencer sur comment l'intelligence artificielle peut finalement permettre d'anticiper ou d'améliorer la prédiction de phénomènes climatiques extrêmes. On voit qu'on en a de plus en plus souvent. Ils sont en train presque de devenir la norme d'ailleurs. Effectivement. Alors la question IA et environnement, ça reste un sujet de controverse. Il y a des impacts environnementaux de l'IA, je ne les néglige pas, ils sont très importants. On en dira deux mots sans doute tout à l'heure. Mais l'IA peut être aussi un outil important pour les prédictions de changement climatique. Je vais poser cette question un peu provocante quelque part. Qu'est-ce qu'un rapport du GIEC sans numérique ? Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de mesures, c'est-à-dire qu'on n'a pas de modèles, ça veut dire qu'on a peu de prédictions, on a peu d'anticipation. Et justement, la disponibilité des données, aujourd'hui, on a des satellites, on a des capteurs dans plein d'endroits qui nous donnent beaucoup de données et qui permettent d'améliorer les modèles existants. Ces modèles étaient souvent basés, c'était mon travail de début de carrière quand j'étais jeune chercheur, sur des équations physiques, mécaniques, biologiques. Et avec les données disponibles, on peut améliorer ces prévisions-là et avoir des choses qui sont beaucoup plus précises. De deux façons. Quand on dit il y aura plus 3 degrés, plus 4 degrés à la fin du siècle sur la Terre, oui, mais quel est l'impact local ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'agriculteur qui cultive des fruits et légumes en Occitanie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le tourisme à tel endroit ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'aménagement ou pour le retrait du trait de côte dans les zones portuaires ? On a besoin d'avoir des choses beaucoup plus précises à une échelle très locale. Et dans ce contexte-là, l'IA, la science des données, couplée à d'autres formes de modélisation, fournit des outils très précis et qui améliorent très sensiblement l'existant. Et bien entendu, c'est déjà le cas aujourd'hui. On ne parle pas d'une IA fantasmé dans le futur. Non, c'est déjà le cas. Il y a déjà une hybridation importante entre ces modélisations que je qualifie de classiques et qui ont encore beaucoup de choses à nous apprendre et ces techniques qui sont nouvelles. L'hybridation, quel sera le point d'atterrissage ? Très proche des données et de leur puissance ou des modèles et de leur capacité de prendre en compte certains phénomènes et certaines lois physiques ? La réponse, elle n'est pas claire. Mais prenons l'exemple de la prévision de la météo à court terme, des impacts climatiques et des événements extrêmes. Oui, effectivement, l'IA a quelque chose d'important. On va parler de la production d'énergie, les panneaux solaires, les éoliennes ont besoin de connaître finement le temps pour pouvoir, et je pense que mon collègue... justement, vous m'offrez est intéressé par ces questions-là. Et ça offre la transition à Jean-Daniel Cante, parce que, par exemple, la gestion des énergies renouvelables, en quoi Terraneon, cette intelligence artificielle sur laquelle vous travaillez, peut permettre, parce que la difficulté, c'est effectivement la prévision, l'intégration au réseau, au mix énergétique, le fait que
que, évidemment, ces énergies, elles dépendent de la météo, du soleil, du vent, etc. etc. Comment votre outil permet d'être plus efficace en la matière ? Eh ben justement, cet outil va permettre d'évaluer, alors c'est le démonstrateur qu'on a actuellement, d'évaluer un mix. Donc imaginez que vous êtes au gouvernement et que vous posez la question comment vous allez décider de la façon de produire l'électricité en France. Évidemment, c'est une question majeure, on connaît les impacts de l'énergie. Donc en fait, on a modélisé un peu plus en détail la production d'électricité avec les différentes sources, donc le nucléaire, le solaire, le voltaïque, etc. Et ce qu'on demande, on part du mix actuel existant et on demande au simulateur de réaliser un mix qu'on pense meilleur. Donc on va tester un nouveau mix. Par exemple, on va mettre que des énergies renouvelables. Et ensuite, le simulateur qui est complètement calé sur l'économie réelle et la consommation réelle va essayer de planifier une transition entre le mix actuel et le nouveau mix. Et il va nous expliquer aussi pourquoi il y arrive ou pourquoi il n'y arrive pas. Parce que ce qui est intéressant dans la simulation multi-agent, contrairement à l'IA à base de données actuelle, c'est qu'elle est complètement explicable. Donc on peut vraiment comprendre la raison pour laquelle, par exemple, un mix est meilleur qu'un autre. Et donc cet outil permet non seulement d'évaluer le mix, mais de nous dire pour chaque mois le nombre de centrales qu'il faut lancer en construction, de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, les emplois dans tel ou tel secteur qui doivent être créés, les investissements financiers qui doivent être utilisés pour pouvoir réaliser au mieux le mix qu'on a mis en objectif. Donc ça fait un outil assez puissant pour essayer d'avoir la meilleure combinaison. Et on l'évalue sur pardon de vous interrompre, outil de décision pour, vous nous dites, un gouvernement, un État, mais aussi pour des opérateurs privés, pour un chef d'entreprise. Tout à fait. Je sais pas, peut-être avant d'installer une usine à tel ou tel endroit, ou de prendre justement des décisions sur comment elle va être construite, quel mix énergétique pour la faire tourner, etc. etc., etc. Et l'énergétique, le mix énergétique, c'est un exemple qu'on a traité en ce moment, mais on s'intéresse aussi au transport. En fait, on travaille dans tous les secteurs. Quand une entreprise cherche à décarboner son activité, on peut tester des solutions grâce au système. Quand il y a aussi des réglementations, on voit au niveau européen, et c'est une bonne chose, beaucoup de réglementations proactives qui sont produites pour l'environnement, on peut tester l'impact sur un secteur d'activité ou sur même une entreprise et ses concurrents, l'impact de ces réglementations. Jacques Sainte-Marie, est-ce qu'il faut créer des IA qui sont spécifiques, c'est-à-dire spécialisées sur l'agriculture, les énergies renouvelables, etc., etc. Exactement. Alors je pense que ça... Vous avez raison de soulever ce point-là, c'est vraiment capital et je pense que ça a deux intérêts, d'un point de vue économique, mais même de souveraineté et d'un point de vue environnemental. La tendance qu'on voit actuellement et les outils, alors je vais citer un mot que tout le monde utilise quand on parle d'IA, ChatGPT par exemple, ce sont des outils généralistes, on peut leur poser plein de questions. Un poème de Baudelaire, une recette de cuisine, l'histoire de Victor Hugo, quel temps il va le faire demain. Voilà. Bien sûr, c'est très bien, c'est un côté généraliste, mais on va aller sans doute vers des choses plus dédiées, plus spécifiques, et ça a vraiment un double intérêt. Le premier, ça sera des choses plus petites, moins gourmandes en énergie, tant le matériel informatique qu'il faut construire, les cartes graphiques, les GPU, que l'énergie consommée, bien entendu, et des fonctionnements plus souples, plus sobres, une innovation beaucoup plus facile en termes économiques, parce que bien entendu, si vous ne disposez que d'outils gigantesques qui ne tournent que sur les plateformes de quelques grands acteurs, vous avez tendance à verrouiller beaucoup le système, alors que dans des choses beaucoup plus spécifiques, dédiées, je vais donner un exemple parce qu'on me l'a cité plein de fois, j'aime bien le citer, en agriculture, la filière Tournesol a créé son propre LLM, Large Language Model, pour faire du conseil aux agriculteurs. Et je pense que c'est quelque chose qui a vocation à se développer. Avec aussi la souveraineté dont vous parlez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France ou même l'Europe, on est plutôt en retard sur... Enfin bon, il y a des grandes entreprises françaises sur l'intelligence artificielle qui ne sont pas totalement à la rue, mais quand même, quoi. Si on prend l'exemple des GAFAM, on a plutôt toujours eu un train de retard. Donc ça peut être un moyen de récupérer, de monter à bord de ce train ? Exactement. Alors je ne prône aucunement le solutionnisme technologique. Hein. Je suis là pour défendre les questions aussi, la priorité des questions environnementales. Mais l'IA est une donnée dans plein de domaines. Hein. Vous l'avez cité, on pourrait en citer plein. C'est une donnée, c'est quelque chose qui est là, qui est complètement transformant. Il ne faut pas en avoir peur, il faut s'adapter. Mais effectivement, les questions de souveraineté sont des choses qui sont importantes. Et vous voyez... avec des données qu'on connaît, qu'on maîtrise, et des outils qui sont effectivement complètement souverains, c'est quelque chose de capital. Une IA,
si elle est générale et très très grosse, et comme vous l'avez dit, c'est pas explicable. On a du mal des fois à diagnostiquer son comportement et diagnostiquer ses biais. Ils peuvent être très importants, et dans bien des domaines, c'est vraiment quelque chose de stratégique que d'avoir des outils dont on maîtrise le comportement et qui sont compatibles avec nos lois et nos sociétés. Jean-Daniel Kant, Terraneon, pour l'instant, c'est un projet de recherche. Ça peut devenir une entreprise. Vous êtes dans quelle démarche ? On est justement dans la démarche de transformer, parce qu'on considère que la simulation multi-agent, c'est très disruptif, mais c'est arrivé à maturité technologique pour être maintenant diffusé. Et donc, effectivement, on est engagé dans un processus de création de start-up autour du projet. Donc, on espère créer la start-up d'ici 1 an et demi. Voilà, donc on est soutenu par une SAT Lutech, on est soutenu par le CNRS Innovation, par exemple, pour justement essayer parce qu'évidemment il y a beaucoup de travail, c'est vraiment un nouveau domaine de l'IA qu'il faut maintenant développer. Et donc voilà, Mais ça veut dire que pour grandir encore, c'est aussi une question de financement, de besoin de financement, par exemple. Oui, effectivement, s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, nous sommes tout à fait intéressés. Oui, c'est ça, parce que voilà, il faut. On est, si vous voulez, l'IA actuelle des données, elle date de 1945 au niveau théorique. L'IA, la simulation multi-agent, ça date des années 90-2000. Donc vous voyez, on a 60 ans d'écart. Alors, on va essayer de les rattraper, ces 60 ans. Mais néanmoins, effectivement, ça nécessite un peu d'investissement. Mais néanmoins, déjà, on a une base, puisqu'en fait, ce que Terraneon, c'est aussi une plateforme d'intégration de modèles. Donc notre idée, c'est qu'on peut collaborer avec des gens qui développent des briques, des entreprises, des organismes de recherche, pour essayer d'avoir un modèle de plus en plus complet, comme un miroir, encore une fois, de l'économie et de la société, dans lequel on peut tester des idées. Et alors je voudrais évidemment, il nous reste 1 minute 30, qu'on parle aussi, Jacques Sainte-Marie, de l'impact de l'IA, parce que ça produit quand même pas mal de CO2. Expliquez-nous, il faut l'entraîner, il faut digérer des milliards de données, donc faire tourner des serveurs. C'est ça l'impact de l'intelligence artificielle. Voilà, alors l'impact du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est effectivement quelque chose qui est en forte croissance. Alors on cite souvent 2,5% de l'empreinte carbone, par exemple en France, 10-15% de l'électricité consommée, mais c'est quelque chose qui est en très forte croissance, en très très forte croissance, effectivement. Et donc il y a des impacts sur les terres rares, bien entendu, qui sont extraites dans des conditions un petit peu particulières, le faible taux de recyclage et la consommation électrique. Et donc nous, côté INRIA, beaucoup des équipes de recherche qu'on a, en partenariat avec des universités, d'autres acteurs, d'autres organismes de recherche et des entreprises, on travaille aussi à réduire cet impact environnemental. Par exemple, on travaille sur ce qu'on appelle des techniques d'IA frugales. Frugales, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, à nouveau, on va regarder juste les données signifiantes. On va travailler avec une précision adaptée et on va avoir des algorithmes qui vont être très efficients pour obtenir la réponse, tant dans la forme d'apprentissage que dans la partie d'interrogation après du modèle. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant. À bientôt sur Merci à vous. Bismart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite.